Donc, toi, c'est Kevin? Kevin. Et tu es venu de Bruxelles pour nous parler de quelque chose qui se passe dans quelques semaines, notamment? Oui, donc moi je viens de Bruxelles, je fais partie du mouvement Occupy Belgium et alors le 12 octobre on relaie une grande manifestation mondiale pour la deuxième fois ici à Bruxelles qui est donc la marche contre Monsanto, la fameuse March Against Monsanto qu'on peut retrouver notamment sur internet. Oui, et c'est pas juste à Bruxelles je crois, c'est quelque chose d'international. Oui, c'est quelque chose qui s'organise dans plus de 500 villes à travers le monde. Moi, j'ai découvert ça dernièrement, mais la marche contre les abus des sociétés de l'agroagriculture est quelque chose qui se fait en fait depuis près de 25 ans maintenant. On m'a parlé du cas de José Bové, qui déjà à l'époque des premiers champs d'OGM avait organisé des grandes manifestations à cette époque-là pour pouvoir lever le voile sur les activités des sociétés comme BASF et Monsanto ici en Europe. Et comment ça se fait? Ces dernières années, on en entend de plus en plus. Je pense que la génération Internet a un accès à l'information qui est autre qu'il y a encore quelques temps. Mais également avec tous les travers que cela peut avoir, parce qu'il y a de l'information, mais beaucoup de contre-informations qui circulent sur Internet. On entend énormément de rumeurs sur ces grosses sociétés dont on essaye un petit peu de diaboliser toutes les activités. Et alors, on en entend beaucoup parler actuellement parce que les OGM commencent à poser de plus en plus de problèmes. On a un moratoire sur la santé qui vient de publier des résultats qui sont assez édifiants. Il y a des photos qui ont encore une fois tourné sur Internet où on voyait des rats avec des tumeurs. Ces photos malheureusement ne sont pas fausses, ce sont des vraies photos de rats de laboratoire qui ont été nourris avec des OGM, donc des maïs produits par Monsanto. Et il est évident que sur le métabolisme, ces aliments-là ont un impact sur le long terme, dont on n'a pas encore le recul suffisant pour pouvoir dire si c'est dangereux ou pas. Donc le principe de bienveillance voudrait qu'on stoppe toute culture à ce moment-là, pouvoir bien étudier ces problèmes et puis être certain de ne pas mettre la santé des gens en péril au risque d'un quelconque profit pour ces grosses sociétés. Oui, maintenant nous, on est tous proof qu'on aime. Comment ça se dit en français? Oui, on est des cobayes, c'est ça. Des cobayes. Je pense que aujourd'hui, des sociétés telles que Monsanto utilisent le monde comme un grand laboratoire. Il est évident que quand on voit dans l'histoire de la société que d'abord ils testent leurs produits tels que le Roundup en Malaisie par exemple pour pouvoir voir l'impact que ça va avoir sur les champs et puis dans la vraie vie pour après uniquement le commercialiser en Angleterre et puis finalement aux États-Unis alors que la société fait le plus gros de ses bénéfices aux États-Unis. On se rend bien compte de la politique, de pouvoir jouer sur les lois, de savoir qu'il y a certaines régions du monde où la juridiction est beaucoup plus facile à contourner. Et donc, on va d'abord faire des tests de champs OGM en Inde, en Afrique du Sud, au péril de mettre toute une population dans des situations catastrophiques avec des conséquences sur la santé, sur la biodiversité locale, sur la nature, à parfois très très long terme, malheureusement, encore une fois, sans aucun recul d'études scientifiques ou quoi que ce soit qui vont pouvoir nous dire ce qu'on va pouvoir faire de tous ces champs qui maintenant sont contaminés et où on ne sait plus faire pousser quoi que ce soit. Ça, c'est une deuxième chose. D'abord, tu parlais de la santé, mais il y a aussi la biodiversité qui est en péril. Bien sûr. Oui. Des sociétés qui aujourd'hui produisent des graines pour produire de la nourriture et puis qui à côté de ça ont une autre activité qui produit des substances chimiques pour pouvoir lutter contre des nuisibles, contre les insectes ou contre des espèces envahissantes. Ont certains problèmes de conflit d'intérêts. On imagine très très bien que au jour d'aujourd'hui, ces sociétés-là ont tout intérêt à modifier des graines, par exemple, pour que celles-ci résistent à leurs propres produits chimiques, tuent tout le reste, et malheureusement, avec un certain problème. Alors, on a un cas qui est bien connu en Inde, où donc Monsanto a introduit un OGM de coton modifié pour pouvoir résister à une espèce d'insecte propre à la région qui était vraiment nuisible. Au bout de 2 ans, ces insectes ont un tout petit peu évolué pour devenir résistants aux gènes produits par le coton. Et donc, on a vu ces agriculteurs indiens qui avaient investi
toutes leurs économies pour pouvoir acheter ces fameuses graines Monsanto dont on leur avait produit une rentabilité exceptionnelle, des profits exceptionnels également. Tous ces gens-là se sont retrouvés avec des champs qui ont été ravagés après 2 ans, dans l'impossibilité de pouvoir replanter un autre type d'espèce sur cette terre qui avait été contaminée par des produits Roundup. Et malheureusement, on a eu une vague de suicides au sein de ces fermiers indiens, qui a levé un mouvement de foule international. Et je pense que depuis, c'est quelques histoires où à chaque fois Monsanto revient. C'est un nom qu'on entend de plus en plus souvent dans des scandales écologiques, humanitaires, etc. à travers le monde. Donc cette marche, en fait, c'est une marche pour la protection de la santé et pour la protection de la biodiversité. Tout à fait. Et alors, également, on tient à souligner le problème que le monopole que ces grosses sociétés peuvent poser en contrôlant véritablement toute la chaîne de production alimentaire mondiale, depuis la fabrication en laboratoire de ces fameuses semences modifiées jusque l'herbicide qui va pouvoir traiter les champs. Ces monopoles ont en fait été construits au fil des années par des partenariats, par des contrats négociés avec l'État américain, avec le gouvernement, mais également avec les sociétés faisant en fait exactement le même genre de business que Monsanto. Dernièrement, en 2005, ils rachètent Seminis et deviennent le premier semencier mondial. Donc aujourd'hui, on a pas mal de problèmes qui sont posés par des sociétés telles que Monsanto sur la santé, sur l'économie et puis sur la biodiversité. Et donc, c'est vraiment l'occasion pour nous de se rassembler et de lever la voix contre cela. Et c'est surtout Monsanto, parce qu'il y a d'autres firmes qui font la même chose, non? Oui, bien sûr. On connaît Bayer, on connaît AGFA, on connaît BASF. Ce sont des gros conglomérats qui sont avides de profit au détriment de la protection des individus. Et donc, pourquoi Monsanto? Est-ce que cette firme est tellement plus grande que les autres? Monsanto a commencé son business avec Coca-Cola. Ils ont toujours représenté le côté obscur de la force. J'entends par là le fameux projet Manhattan dans les années 1940, où le gouvernement américain, par exemple, a commandité à Monsanto des recherches sur la fission nucléaire pour la fabrication de bombes nucléaires. C'est dans l'histoire de Monsanto un petit passage que beaucoup de gens ne connaissent pas. Également dans les années 60 à 70, où Monsanto a vendu énormément de désherbants plus connu sous le nom de Agent Orange à l'armée américaine, qui a été massivement utilisé au Vietnam. Et on a encore aujourd'hui des familles qui sont ravagées par les dérives de ces produits chimiques. Donc il est évident que ce flagship qui est Monsanto est une très très belle allégorie de tout ce qu'aujourd'hui nous voulons lutter contre. Donc pas de chance Monsanto, mais aujourd'hui c'est contre toi. Les gens prennent de plus en plus conscience qu'en effet, il y a des grandes sociétés qui essayent de contrôler ce qu'on mange, sous réserve de pouvoir nous aider à mieux nourrir, à essayer de servir, de produire de la nourriture pour le monde, tels les Robins des Bois qui veulent sauver le peuple. Je trouve ça un petit peu difficile, mais... Et c'est ça leur argument, ils vont augmenter la production et alors, à ce moment-là, il y aura assez à manger pour tout le monde. Bien sûr. Ils ont 3 pôles d'activité. Ils ont un pôle d'activité pour produire des graines, donc modifier ces graines-là. Ils ont un pôle d'activité pétrochimique agroalimentaire, donc pour tout ce qui est insecticides et pesticides. Et puis ils ont un pôle, soi-disant, recherche santé bien-être. J'ai personnellement un petit peu de doute sur le fond de toutes ces recherches. Aujourd'hui, on a un peu de preuves des bienfaits de tous ces produits-là. Dans les derniers scandales, la dioxine, par exemple, dont on parlait il y a encore une petite dizaine d'années, est un produit purement Monsanto. Dans les années 80, ils ont développé une hormone animale qui permet aux vaches de produire beaucoup plus de lait. Mais on entend beaucoup plus de lait à tel point que les pieds de ces vaches s'enflamment. On retrouve un taux anormalement élevé de globules blancs, donc de pus à l'intérieur de ce lait produit par les vaches nourries aux hormones produites par Monsanto. Et en Europe, on a eu des dérives où ces animaux sont devenus, ont connu les problèmes dont on a subi ici en Belgique. Encore une fois, bonne preuve du principe de bienveillance qui n'a absolument pas été respecté pour pouvoir protéger le citoyen. On a accepté d'introduire ces fameuses hormones ici sur le sol européen sous réserve de profit, de pouvoir éventuellement gagner encore plus d'argent, etc., au détriment de la santé.
Ben voilà, on souhaite pouvoir lutter contre cela. On aimerait bien pouvoir remettre un petit peu l'église au milieu du village pour les politiciens, de leur faire comprendre qu'il y a des principes de précaution à devoir respecter, qu'on ne joue pas avec la santé des gens comme ça. Et comment ça se fait que la politique laisse faire? La politique laisse faire parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où les politiques ne décident plus de grand-chose, en fait. Ce sont des groupes de pression, qu'on appelle lobby, qui dictent, en fait, les textes de loi parce qu'il n'y a que eux qui ont les moyens suffisants pour pouvoir embaucher ces fameux techniciens de la loi qui comprennent toutes les juridictions européennes qui sont compliquées. Et donc, aujourd'hui, on en arrive à tel point qu'au niveau du Parlement européen, on a parfois des amendements qui sont proposés par des partis politiques, mais par 25, 30, 50, 60, 70 représentants qui proposent le même texte de loi, à la virgule près. On comprend bien évidemment que c'est un lobby qui est derrière cette proposition-là, qui a fait pression auprès de ses représentants pour pouvoir faire passer ses intérêts personnels ou les intérêts des différents groupes qu'ils représentent, au détriment, encore une fois, du bon sens et de la logique qui voudrait de protéger les citoyens à tous les niveaux, bien évidemment. Donc les lobbies, oui, gros problème pour pouvoir prendre des décisions qui soient justes pour la nourriture. Là, on aborde un sujet qui a un niveau supérieur, mais il est évident que les pressions et surtout la force, le levier que possèdent les lobbies aujourd'hui à Bruxelles est quelque chose qui doit être régulé. On doit pouvoir identifier aujourd'hui tous les contacts entre les groupes de pression et les politiciens pour comprendre exactement que le représentant pour lequel j'ai donné ma voix représente en fait des intérêts de telle société et telle société. Parce que là, la démocratie représentative ne fonctionne absolument plus. On élit aujourd'hui des représentants qui sont soumis à la pression de ces différents groupes et donc qui défendent les intérêts de ces sociétés étrangères, belges ou parfois des groupes d'amis, peu importe, mais en tout cas plus du tout les intérêts des citoyens. Et c'est là où aujourd'hui reprendre le contrôle de sa voix ne passe plus, j'ai l'impression, par aller voter, mais vraiment par son porte-monnaie. On se rend bien compte que les habitudes des gens ont changé ici dans les dernières années. Les gens sont de plus en plus conscients qu'en effet, achetant un produit produit par une méga société aux États-Unis, ça équivaut à promouvoir ce système-là, à faire qu'il va perdurer. Et donc on a de plus en plus de gens qui essayent d'acheter local, qui essayent d'acheter dans des circuits courts, qui essayent d'alimenter plutôt ces producteurs locaux, tous ces gens qui essayent de produire des produits sans doute plus sains, sans doute meilleurs pour la santé, avec de l'amour. Et aujourd'hui, on se rend compte que tous ces produits-là apportent un bienfait, tant sur le psychologique que sur le physique, et aussi bien sur l'implication qu'un ménage peut avoir dans son quotidien. C'est quelle sorte d'agriculture que vous voyez donc en Europe? Il n'y a plus de Monsanto, comment on fait? Est-ce qu'on peut nourrir tout le monde sans ces grandes firmes qui font partie de l'agro-industrie? Je peux peut-être te relancer. Tu connais le mouvement D1920? D1920. C'est pour décembre 1920. Et donc là, je sais qu'il va y avoir des grandes manifestations du secteur agricole européen. Cette année? Oui, cette année, ici à Bruxelles. Donc le 19 et le 20 décembre, il va y avoir des discussions, il va y avoir une grande manifestation à Bruxelles. Sur justement le futur de l'agriculture, essayer de renégocier un petit peu les aides et la politique commune. Parce qu'il est clair qu'il y a des accords transatlantiques qui sont en train d'être en pourparlers et qui malheureusement mettent en péril toute cette volonté de pouvoir revenir à une culture plus locale, plus intelligente. Et ça nous inquiète énormément. Donc, retournons à la marche. C'est la deuxième déjà, non? À Bruxelles, organisée par Occupy Belgium, oui, ce sera donc la deuxième marche. Et la première était aussi internationale. Oui, la première était également internationale. Ici, pour la deuxième marche, on a décidé de changer un petit peu la donne. Pour la première marche, on avait vraiment fait une grande manifestation dans Bruxelles, en démarrant de la Bourse et en finissant dans les quartiers européens. Crier, se faire entendre, c'est quelque chose qui fait du bien.
Mais pour cette deuxième édition, on a essayé de pousser la réflexion un petit peu plus loin. Donc on a réussi à obtenir une grande tente berbère de 200 mètres carrés qu'on va installer en centre-ville. On est toujours pour parler avec les autorités pour essayer d'occuper la place Sainte-Catherine. Auquel cas, eh bien, on ira peut-être dans le parc Monsanto, parce qu'à Bruxelles, on a un parc Monsanto. On a un parc Monsanto? Oui, comment? On a un parc Monsanto. Et c'est quoi ça? C'est juste un parc qui s'appelle comme ça ou? C'est un parc qui s'appelle Monsanto parce qu'il est sur la propriété de Monsanto Belgique. Et donc, c'est un parc qui est attenant à la société Monsanto ici en Belgique. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Dans le parc? Des plantes modifiées, quand même. Je sais pas, Des pommes bleues et voilà. Je n'ai encore jamais mis les pieds là-bas. T'as peur d'y aller? Sans doute un petit peu peur d'y aller. Mais voilà, on va revenir modifier. On va essayer d'aller là-bas et vous serez tous modifiés et vous serez tous des bons consommateurs sages et... Non, on va surtout aller planter de l'amarante. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est une plante hyper résistante au Roundup. Et ça, on sait que ça va bien les emmerder. Et donc, cette fameuse manifestation, ce sera pour nous surtout l'occasion de mettre en avant des solutions. Mettre en avant tous ces ASBL, ces collectifs, qui proposent aujourd'hui une solution locale pour consommer intelligemment. Donc, que ce soit des semenciers qui proposent des graines bio. On va avoir des ateliers, par exemple, pour fabriquer des seed bombes. On va avoir des seed bombes. C'est quoi? C'est un acte de guérilla urbaine qui consiste à fabriquer une petite boule de terre avec à l'intérieur des graines et de venir lancer ça dans des grands champs de verdure où il n'y a absolument que du gazon. Oui. Signe de monoculture par excellence. Comment ça s'appelle en néerlandais? Iets van iets met guérilla. Un guérilla ou quelque chose comme ça, oui. Ce ne sont pas des bombes qui font des explosions. Non, absolument pas. Ça fait pousser des belles petites fleurs de toutes les couleurs. Donc là, on est toujours pour parler pour le lieu. Donc les informations suivront. Au moment où on fait cette interview, on n'a pas encore les autorisations de la police. Mais on a toujours réussi à les avoir, donc on arrivera à trouver notre lieu, on arrivera à pouvoir organiser cette manifestation, ça c'est sûr. C'est les derniers détails techniques, on ne sait pas encore où ça va se faire. On a des ASBL qui nous ont déjà signalé leur intérêt à venir nous rejoindre. Moi je lance un appel ici, s'il y a d'autres acteurs de ce changement qui souhaitent pouvoir présenter de l'information aux citoyens, aux personnes qui ont envie de pouvoir eux aussi être acteurs de ce changement, n'hésitez pas à prendre contact. On a un espace à disposition pour chacun pour pouvoir distiller l'information, casser ses mythes et pour pouvoir mieux informer les gens. Il y aura sans doute des acteurs, il y a un groupe d'Anvers qui va venir en tout cas pour participer, mais ils peuvent aussi faire les ateliers ou... oui. Bien sûr. La première marche, il y avait beaucoup de gens, il y avait combien de gens? On a rassemblé à peu près 5000 personnes. C'était vraiment chouette. On ne s'attendait pas à avoir autant de monde parce que dans les réseaux sociaux, ça s'est vraiment emballé dans les derniers jours. Ici, pour la marche du 12 octobre, on a un petit peu moins de la moitié de personnes qui se sont inscrites. Mais je pense qu'une fois que le programme sera officiellement communiqué, les gens risquent de partager et d'inviter massivement pour cet événement. Est-ce qu'il faut s'inscrire? Non, il n'y a absolument pas besoin de s'inscrire. Ah, mais tu parlais des gens qui sur Facebook disent qu'ils vont venir. Ah oui. Alors pour les ASBL qui veulent avoir un stand, il est évident que c'est plus intéressant de s'inscrire auprès de l'Occupy Bruxelles, Occupy Belgium pour en termes de logistique. Après pour le KIDEM qui souhaite pouvoir venir nous rejoindre, il y a un événement sur Facebook qui a été créé afin de pouvoir distiller les informations. Donc ça c'est quand même intéressant de pouvoir s'inscrire via cet événement. Et également pour le côté viral, pour pouvoir inviter ses amis, en parler, etc. Après la première marche ou pendant la première marche, est-ce qu'il y a eu une réaction de la part de la firme ou ils ne réagissent pas du tout? On n'entend jamais rien. Est-ce que vous êtes en contact? Est-ce que vous envoyez des informations à eux ou vous posez des questions Il y a énormément de groupes, d'associations qui essayent de prendre contact avec eux. On a un moratoire qui a été lancé par Greenpeace il y a quelque temps sur les OGM, qui avait été envoyé directement.
Ceci avait répondu par un démenti. Idem aux États-Unis, une société productrice de lait sans hormones de croissance animale avait mis sur ses bouteilles, que ce lait était produit sans hormones de croissance. Et on se rappelle malheureusement que Monsanto avait attaqué en justice cette société-là parce que ça voudrait laisser croire que ses hormones à elle étaient mauvaises pour la santé. Et malheureusement, la justice américaine a tranché en faveur de Monsanto. Donc on ne peut pas dire sur les produits qu'il n'y a pas ça dedans. On ne peut pas dire du mal de Monsanto aujourd'hui. Ces sociétés sont protégées par des mécanismes qui sont très très obscurs. Par beaucoup d'argent, sans. Mais oui, de l'argent, de versements. Mais bon, tout cela, on ne pourra jamais le prouver parce qu'il faudrait que les gens parlent et malheureusement, ça n'arrivera jamais. Donc la seule chose que nous puissions faire, c'est boycotter ces sociétés-là, ces produits, en parler, informer les gens pour ouvrir leur perception et espérer que de plus en plus de gens rentrent dans ce mouvement-là de protéger des valeurs qui sont la nature, la santé, sa propre intégrité, ses valeurs. Ok, ça c'est très beau pour finir, je pense. Donc merci pour être venu à Anvers pour cet entretien et à la prochaine. Hein. Avec grand plaisir, merci. Voilà, ik hoop dat uw Frans nog goed genoeg was om het allemaal te kunnen volgen. In ieder geval, dus op 12 oktober is er op wereldschaal weer een mars tegen Monsanto. Nu, vanuit Antwerpen zou men samen vertrekken. Dat wordt dan door Occupy Antwerp georganiseerd. Men kan daarvoor inschrijven op de Facebookpagina van Occupy Antwerpen. En het is interessant dat ze dat op voorhand weten, want met een groep van minstens 20 kan men een groepsticket aankopen op de trein en dat kost dan maar 70% van de normale prijs. Volgende week op de Groenplaats zal Occupy Antwerp een informatiesessie houden over de mars en over Monsanto en waarom dat een slechte zaak zou zijn. Nu, op de dag zelf is er ook een actie op de Groenplaats, niet van Occupy Antwerp, maar dat is een ander initiatief. Dat moest ik er nog even bij zeggen, want met de eerste mars was er ook iets te doen op de Groenplaats. Dat was ook niet door Occupy Antwerp, maar er was toen blijkbaar wat verwarring over.